avec les psychédéliques, en quelque sorte, on peut élargir un peu cette perception de ce que c'est la réalité et on prend conscience de la connexion au divin qui fait aussi qu'on souffre avec l'identification dissociative qu'on fait avec notre réalité. Il y a aussi le danger, le risque du gourouisme chez les thérapeutes qui croient que voilà, ils font des choses exceptionnelles, qu'ils ont compris mieux que les autres. Mon postulat, les gens ont perdu cette confiance à leur capacité de gérer la vie normale. Et qu'est-ce qu'on attend des gens qui sont atteints d'un burn-out? On attend d'eux de se rétablir au plus vite et de reprendre le travail. On peut investir beaucoup d'argent pour la chirurgie esthétique pour rendre son image le plus applaudie possible selon les standards, mais je peux aussi me poser la question, est-ce que je suis prêt à investir autant d'argent dans une quête de guérison personnelle? Quoi je tends, c'est qu'on n'a plus besoin de l'argent pour fonctionner en tant que société, qu'on arrive à un système qui n'est plus basé sur l'argent et qu'on doit réfléchir sur des manières de redistribuer un peu les richesses qui sont nécessaires, les biens pour vivre, hein, sans que ce soit couplé, corrélé au fait de travailler librement. Bonjour Ansgar, merci beaucoup d'accepter cette interview. Je vais te laisser te présenter à nos auditeurs et nous dire un petit peu ton parcours, d'où tu viens, quel est ton domaine d'expertise, ta spécialité, et aussi nous parler de ton livre qui est sorti en allemand et en anglais et qui devrait bientôt sortir en français. Alors si tu peux déjà commencer par te présenter. Bonjour, merci Alban pour me donner l'occasion de présenter mon livre sous forme de cette interview. Merci Alban d'être venu. Je m'appelle Ansgar Rougemont-Bücking, je suis médecin psychiatre et psychothérapeute. Je pratique dans un cabinet à Vevey et je m'intéresse aussi aux thérapies psychédéliques depuis quelques années. Je me suis formé en psychiatrie, en addictologie et en travaillant avec les personnes qui ont des problèmes de dépendance, je me suis rendu compte que toutes ces personnes portent des traumatismes plus ou moins graves. Cela m'a amené à m'intéresser à la psychotraumatologie. Donc je me suis d'abord formé en EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, et par la suite j'ai la chance de me former sur les thérapies psychédéliques, donc je pratique ça depuis quelques années. Et tout ce intérêt pour la psychotraumatologie, ça me l'a amené à écrire mon livre, qui est un livre sur le trauma collectif et sur le trauma individuel. Je peux encore mentionner que j'ai aussi fait de la recherche sur ces mécanismes de la traumatisation, qu'est-ce que ça fait dans le cerveau, pourquoi on devient addict, quel est le lien entre addiction et traumatologie, psychotraumatologie. Et à un moment donné, il y a eu la crise Covid qui était pour beaucoup de gens une sorte de césure. Et pour moi, c'était l'occasion aussi de faire une contribution de ma part pour mettre les choses que j'aperçois dans la société et dans mon travail, de présenter sous forme d'un livre populaire scientifique et de présenter les bases de ce qu'on appelle la dissociation traumatique structurelle. Tu as parlé des psychédéliques, tout de suite, on va y revenir bien sûr, mais je voulais savoir comment est-ce que ça se fait que tu as pu aborder l'étude des psychédéliques. C'était où? C'était en Suisse? C'était dans un programme américain? Comment est-ce que tu as pu avoir accès en tant que médecin psychiatre aux psychédéliques et au traitement avec psychédéliques? Donc il y a à peu près 15 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ces thérapies-là. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir me former à l'étranger, donc en Allemagne, et aussi surtout en Suisse alémanique à ces approches. Je suis devenu membre de la Schweizerische Ärztegesellschaft für psycholytische Therapie de Peter Gasser, que beaucoup de gens connaissent. Et dans ce cadre de cette association, j'ai pu faire la première formation qui était proposée par l'ACEPT entre 2018 et 2022, sur la pratique médicale des thérapies psychédéliques. Et ayant fait cette formation, j'avais les crédits nécessaires pour par la suite faire les demandes auprès du gouvernement suisse pour pouvoir débuter ces prises en charge.
ce que je fais en partant à partir de 2019. Je commençais cette thérapie. D'accord. Donc tu étais vraiment un pionnier, un des premiers médecins à prescrire des psychédéliques dans le cadre d'un traitement thérapeutique. De ce que je sais, en tout cas pour la Suisse romande, je fais partie des premiers qui ont débuté avec ces pratiques-là, oui. D'accord. On va revenir sur la question des psychédéliques plus tard dans l'interview. Maintenant, parle-nous de ton livre dont tu as parlé en introduction, Vampirocène. Quelle est la thèse que tu défends dans ce livre? Donc la thèse principale de ce livre, c'est d'essayer de faire une sorte de juxtaposition entre ce qu'on sait sur le trauma individuel, de quelle manière l'individu s'adapte au trauma et quelles sont les manifestations post-traumatiques de l'individu en psychiatrie ou de manière générale. Et quand on comprend ces mécanismes, on peut les appliquer pour lire et expliquer les phénomènes de société plus larges. Et à mon avis, ça c'est l'hypothèse de mon livre, on peut identifier les mêmes mécanismes d'adaptation à la surcharge traumatique dans le collectif que l'on trouve aussi chez l'individu. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer, d'en faire le pont entre l'individu et le collectif pour l'adaptation au traumatisme. Alors plus spécifiquement, tu parles d'un traumatisme dissociatif. Il y a une dissociation mais au niveau sociétal et pas seulement au niveau individuel. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu ce que tu entends par dissociation au niveau général, au niveau de la société, par rapport à la dissociation personnelle, cette différence-là, et comment est-ce que tu la vois et comment est-ce que tu la décris? D'accord. Donc, d'abord, le terme dissociation, comme je l'utilise, il a été introduit par le psychotraumatologue français Pierre Janet à la fin du 19e siècle, quand il a examiné les personnes traumatisées ou ayant des problèmes psychiatriques importants de l'époque, notamment l'hystérie. Il a découvert que ces personnes ont vécu des choses très difficiles et en quelque sorte, ils n'ont pas pu digérer cette expérience de manière harmonieuse. Donc, cette digestion était bloquée et cette dissociation, comme il a utilisé le terme, correspond à une sorte de surcharge des capacités intégratives de l'organisme. Donc en quelque sorte, l'événement est trop lourd, ça ne peut pas être digéré et en résulte une sorte de blocage durable chez la personne qui lui a expliqué sous forme de dissociation, à savoir une non-intégration d'un traumatisme. Mais alors, comment se vit une dissociation? Est-ce que tu peux donner un exemple, par exemple? Je ne sais pas, on parle souvent des otages qui commencent à apprécier les gens qui les ont pris en otage, qui commencent à leur trouver des bons côtés, à défendre les preneurs d'otages. Est-ce que ça, c'est un événement dissociatif? Parce qu'on est à la fois victime et à la fois défenseur de la cause dont on est victime. Est-ce que ça, c'est une dissociation? Et est-ce que tu vois le même type de dissociation dans les traumatismes qu'on subit dans la société? En effet, ce que tu cites comme exemple, la prise d'otage, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est que la victime, elle n'a pas la possibilité de s'échapper à une situation de maltraitance. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de s'arranger, de s'adapter avec une relation particulière vis-à-vis de l'abuseur. Elle va plutôt être dans la soumission gentille. On appelle ça aussi en anglais le fawn, être gentil vis-à-vis de la personne qui nous fait du mal, parce qu'on espère en quelque sorte pouvoir contrôler ou prédire la situation et diminuer un peu l'impact de la violence avec cette attitude d'apaisement. Donc ça, c'est ce que tu as décrit chez les victimes de prise d'otage. Et mon hypothèse, c'est que cette attitude de soumission, d'appeler ça aussi normal de ce qui nous arrive, c'est quelque chose qu'on trouve aussi à l'échelle de la société aujourd'hui. Alors, dans quels exemples concrets tu verrais qu'il y a une emprise d'une partie de la société sur une autre? Est-ce que tu as des exemples concrets à donner où il y aurait cet effet de réponse dissociative auprès des gens et de la société en général? Donc pour moi, un phénomène sociétal qui, pour moi, très clairement synonyme de cet état de dissociation, d'adaptation à la maltraitance, pour moi, est le monde du travail. Donc moi, je trouve, dans le monde du travail, normalement, les gens n'ont pas le choix, on ne demande pas le consentement par rapport à beaucoup de choses qu'on nous demande. On dit que c'est normal de souffrir au travail, c'est normal d'être fatigué, épuisé,
C'est aussi en quelque sorte normal qu'un certain pourcentage de la population vont développer des maladies en lien avec le stress au travail qu'on appelle aujourd'hui le burn-out. Hein. Donc c'est un énorme problème de santé mentale publique. Hein. Et que pour moi, en quelque sorte, cette normalisation des côtés un peu excessifs, non humains, du travail aujourd'hui qui amène à beaucoup de souffrance est pour moi une des symptômes ou des manifestations typiques de la dissociation structurelle collective. Ok. Tu cites dans ton livre 3 grands profils types, on va dire, de personnages qui illustrent un petit peu les relations de force qu'il y a dans la société. Tu parles évidemment, vu qu'on est dans le livre Vampirocène, du vampire, mais il y a aussi 2 autres personnages qui sont le zombie et le loup-garou, si je traduis bien. Est-ce que tu peux nous parler de ces représentations que tu as utilisées, qui sont toutes assez noires et tirées de la mythologie plutôt, on va dire, d'inspiration roumaine et de l'Est de l'Europe? Donc peut-être, pour expliquer comment je suis arrivé à ces 3 archétypes, hein, c'est en quelque sorte, en lisant un peu les médias, Internet, voir un peu ce qui se passe au cinéma, dans la télé, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de ces figures-là dans les productions médiatiques aujourd'hui. Donc le loup-garou, le vampire, le zombie, c'est des figures qu'on rencontre souvent dans des titres ou dans des films. Et après, je fais une recherche avec un instrument de Google Labs, hein, ce qu'on appelle le Ngram, et on peut vraiment voir que ces 3 mots sont utilisés beaucoup sur Internet et dans les productions médiatiques à partir de l'année 2005. Donc il y a vraiment une courbe ascendante nette dans la langue français, allemand, anglais, où on voit que ces figures-là sont très présentes dans l'espace collectif médiatique. Hein. Et je me suis interrogé en tant que psychiatre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, à quoi ça correspond au niveau psychopathologique, psychiatrique? À qui correspondent ces 3 figures qu'on trouve beaucoup dans les médias? Et par la suite, j'ai essayé de lire, interpréter, comprendre ces 3 figures par rapport aux choses que je rencontre dans mon travail quotidien. Hein, quels sont les problèmes psychiatriques courants qui correspondent à ces 3 archétypes? Et après, j'ai réussi en quelque sorte de trouver de ce qui, à mon avis, dans ma compréhension, correspond bien à ces 3 figures. Je peux par la suite les tailler. Donc le loup-garou, hein, c'est la personne qui est pendant la journée est normale et pendant la nuit, elle se transforme dans une bestie horrible, hein, très agressif. Et c'est en quelque sorte la personne qui prétend être normale et qui a fait des grands efforts pour paraître normale, mais sur le fond, elle est rongée par la frustration et par la colère. Hein. Donc ce sont des gens qui, à un moment donné, vont exprimer beaucoup de colère, beaucoup de haine sur les réseaux sociaux, sur Internet, ou alors, et ça c'est les cas extrêmes, qui vont tellement être sous l'emprise de leur propre haine, qui vont finir par tuer d'autres personnes et se faire des mass shootings aux États-Unis, des fusillades de masse. Hein. Donc ça, c'est des phénomènes où la personne, elle porte un traumatisme quelque part, profondément, et elle essaye de compenser pendant la journée, mais à un moment donné, ça s'effondre, et la rage et la colère, ça s'exprime par des gestes hétéro et auto-agressifs. C'est ça le loup-garou. D'accord. Et pour le zombie, et ensuite on finira par le vampire, parce que c'est quand même le titre du livre. Donc le zombie, c'est la personne qui a coupé en quelque sorte son émotionnalité de son vécu au quotidien, hein, parce que aussi en raison d'une surcharge traumatique, elle est en surmenage en tant que femme, et qu'est-ce qu'elle fait pour se protéger de toutes ces émotions difficiles ou qu'elle n'arrive pas à gérer, elles se sont pas compétentes pour gérer ces émotions, donc elle va en quelque sorte couper ça. Et donc je distingue entre 2 types de zombies, c'est le zombie mouillé, à savoir c'est la personne qui a besoin de l'ajout continu ou régulier de substances psychoactives, de drogues ou de médicaments psychiatriques pour ne pas trop sentir son émotionnalité. Donc il a toujours besoin de se gérer toutes ces émotions en rajoutant des substances chimiques. Ça c'est ce que j'appelle le zombie mouillé. Hein. Comme une grenouille aurait toujours besoin d'être proche de l'eau, cette personne-là, elle peut pas vivre sans apport régulier de quelque chose. Et le zombie sec, c'est la personne qui a fait la même chose, hein, qu'elle s'est découpée de son émotivité,
Mais elle n'a pas besoin de rajouter des substances. Elle a réussi de faire ça souvent en compensant un peu cette douleur traumatique par un côté très perfectionniste, une certaine rigidité comportementale. Ce sont des gens qui sont très appliqués sur le plan professionnel, qui font beaucoup de choses, qui sont des maîtres de leur art souvent, mais qui ont toujours coupé quand même, ils restent coupés de leur émotionnalité. Et ça, le phénomène un peu psychiatrique que j'ai trouvé qui correspond mieux, c'est ce qu'on appelle la schizoïdie. À savoir, c'est les gens qui sont coupés de leur lien avec l'émotionnalité et qui sont aussi dans les relations interpersonnelles assez distants. Donc il y a pour moi un grand chevauchement entre ce que moi j'appelle la schizoïdie et ce qu'on appelle couramment aussi l'autisme de type Asperger. Et enfin, les vampires, si tu peux nous les décrire, et quel groupe de la société, à quel groupe ils appartiennent? Oui, le vampire, en quelque sorte, c'est un peu la figure phare un peu de mon livre. C'est à mon avis le problème principal qu'on retrouve chez tout le monde et aussi dans les autres, c'est dans les autres archétypes, mais c'est le côté narcissique. C'est la personnalité narcissique, c'est la surinflation de l'ego. C'est la personne aussi qui porte en elle une sorte de dommage traumatique où elle a une très faible estime d'elle-même, elle n'est pas dans l'amour propre, une sorte de mal-être profond à cause d'une surcharge traumatique. Et pour compenser cette manque d'amour propre, elle a besoin de se faire aimer par les autres. Donc elle va compenser par en collectionnant un peu des preuves de succès social, de richesse, d'argent, de pouvoir, pour pouvoir se dire, moi je suis une bonne personne. Mais en quelque sorte, c'est une sorte d'addiction pour moi le narcissisme, parce qu'on peut toujours rajouter, et ce qu'on voit à mon avis aussi au niveau des personnes très très puissantes et très très riches, que ça n'arrête jamais. Et pour moi, c'est cette addiction-là vers la reconnaissance sociale du vampire et l'explication de base, de fond, pour le problème de la métacrise collective qu'on vit en ce moment. Donc, tu dirais que on a en chacun de nous un petit peu ces trois figures qui peuvent prendre le dessus à plusieurs moments de la vie ou selon la position sociale qu'on occupe. On n'est pas forcément dès la naissance vampire ou zombie ou autre. Yeah, ça se varie, comme tu dis. Une fois à un moment donné, selon ce qu'on vit, on est plus dans le mode loup-garou, plus dans la colère, plus dans le zombie peut-être parce qu'on veut rien sentir, on met en stand-by toute l'émotionnalité et globalement on est tous quand même souvent dans cette identification avec l'ego en quelque sorte, qui est aussi en quelque sorte nécessaire pour survivre notre culture. On doit aussi être égoïste en quelque sorte, c'est ce que nous enseigne même déjà aux enfants à l'école, il faut être égoïste. Mais à mon avis, c'est un état artificiel qui correspond pas à la vraie nature humaine et que je souhaite qu'on arrive aussi à développer une sorte de culture de conscience pour arriver à notre fonctionnement intrapsychique aussi interpersonnel. Alors, quelle est la dynamique entre ces trois groupes? Est-ce qu'il y a peu de vampires, mais c'est les dominants, si on veut bien? Est-ce qu'il y a plus de zombies que de loups-garous? J'imagine que c'est un petit peu ça. Peu de vampires, c'est une petite élite qui contrôle les zombies, c'est ceux qui ont le moins d'influence sur l'extérieur. Et comment tu vois cette distribution et cette dynamique entre ces trois groupes? Donc, à la base, je suis quand même d'avis qu'on porte tous, y compris moi-même, des côtés narcissiques vampiriques, parce que dans notre culture, c'est indispensable d'avoir ça. Un bon ego, on dit souvent, il faut se respecter. Et à mon avis, tout le monde porte ça à des degrés variables. On est vraiment dans une culture où les gens s'identifient avec leur ego, avec les choses égotiques qu'ils font, qui sont centrées sur leur performance, leur succès, l'épreuve de la bonne vie qu'on cumule et qu'on montre aux autres, notamment aussi dans les social media, à savoir Facebook et LinkedIn et Instagram. On va toujours poster des choses pour nous présenter sous un bon jour, dans la bonne lumière, et qu'on a beaucoup de peine à accepter le côté sombre qu'on porte aussi, la vulnérabilité, et qu'on met ça de côté.
Et donc, à mon avis, tout le monde porte cette problématique. Et après, comme j'ai déjà dit, selon ce qu'on vit et ce qu'on a appris et vécu, on a peut-être un côté plus encore zombie ou plus de loup-garou. Hein. Pour moi, bien sûr, les personnes qui sont des zombies mouillés, ce sont des personnes addictes, hein, qui ont une problématique d'abus de substances ou de dépendance, ou qui doivent, comme j'ai déjà dit, prendre régulièrement des médicaments psychiatriques pour fonctionner. Hein. Et donc, il y en a quand même beaucoup de notre société qui ont des traits addictifs. Hein. Donc, ça on voit. Dans les traits addictifs, on peut trouver une large gamme d'addictions. On n'est pas seulement dans les substances psychotropiques ou opioïdes. Voilà, donc tu fais cette remarque, elle est très juste parce que c'est pas que les substances qu'on a besoin d'utiliser pour compenser notre vie intérieure. Ça peut aussi le surengagement dans le travail. Le workaholisme, c'est pour moi une sorte d'addiction. Les troubles alimentaires, hein, ou alors le sport, hein, d'être dans la pratique sportive excessive, de chercher un exploit après l'autre. Hein. Donc ça, c'est tous une sorte que j'appelle la rigidité mentale dont la personne a besoin pour fonctionner. Hein. Et en quelque sorte, toute cette rigidité est nécessaire un peu pour stabiliser un peu cette personnalité qui porte en elle une sorte de partie très très vulnérable. Hein. Peut-être je peux, si tu es d'accord, encore mieux détailler un peu ces composantes de la personnalité qui font ensemble, qui construisent la personnalité, selon le modèle de la dissociation structurelle. Hein, c'est pourquoi on appelle ça structurel. C'est parce que à cause d'une cassure traumatique, en quelque sorte qu'on n'arrive pas à digérer, comme j'ai déjà dit, c'est un manque d'intégration. Il y a une partie qui va survivre, qui est très étroitement liée à l'expérience traumatique elle-même. Hein. Donc c'est typiquement le petit enfant blessé, hein, dans une situation de surmenage. Il y a cette partie qui reste à l'âge adulte même actif, phénoménologiquement c'est l'enfant blessé. On appelle ça, dans ce modèle, on appelle ça la partie émotionnelle. Donc c'est la partie qui porte l'horreur du trauma encore comme si c'était aujourd'hui. Hein, c'est la partie émotionnelle. Et puisque on peut pas résoudre cette chose-là, la personne autour de la partie émotionnelle, elle va développer des compétences de se dire et de prouver aux autres cette partie-là, elle n'est pas importante, moi je gère tout et je peux prouver à moi-même et aux autres que tout va bien. Hein. Et cette partie-là qui essaye de mettre en scène la normalité et le succès et la reconnaissance sociale pour se prouver tout va bien, cette partie-là on appelle la partie apparemment normale. Hein. Donc ce qui est très important dans ce modèle, la partie apparemment normale, la panne, elle est seulement dans les apparences normales, hein, mais elle est en quelque sorte rien d'autre qu'une sorte de tentative de compensatoire par rapport à la partie émotionnelle qu'on ne veut pas voir en quelque sorte. Donc une sorte de combat dans la personne entre une partie émotionnelle qui dérange, hein, et une partie apparemment normale qui dit « Ah non, 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 tout va bien, je gère. Hein, et j'ai les preuves que je suis un homme ou une femme forte et avec plein de succès social. » En ce qui concerne la zombification, est-ce qu'elle sert la société d'une manière générale? Ou en tout cas, est-ce qu'elle sert la société telle qu'elle est construite aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un avantage sociétal à avoir plus de zombies, en tout cas telle que la société est perçue maintenant? Oui, malheureusement, la réponse est oui. Je vois ça surtout dans le rôle de la psychiatrie dans le domaine du stress professionnel. Que j'ai déjà mentionné, le burn-out c'est un énorme problème de santé publique. Et qu'est-ce qu'on attend des gens qui sont atteints d'un burn-out? On attend d'eux de se rétablir au plus vite et de reprendre le travail. Et pour obtenir ce résultat, souvent, ce qu'on dit, ah voilà, vous devez prendre des médicaments antidépresseurs. Mais on sait que les médicaments antidépresseurs, ils ont agissent sur la sérotonine, l'augmentation de la sérotonine et plein d'autres choses qu'on n'a pas encore très bien compris. Mais à la base, ça réduit l'intensité émotionnelle de manière générale. Donc, en quelque sorte, ça amène une sorte de zombification chimique en prenant des antidépresseurs ou des drogues, hein, pour moins sentir cette charge traumatique due au stress, et puisqu'on la ressent moins, on peut retourner au travail, parce que ça nous affectera moins.
Hein. Et donc, en quelque sorte, il y a là-dedans, dans cette plan de traitement qu'on demande aux psychiatres d'implémenter auprès des patients, en quelque sorte, la thérapie consiste à rendre les personnes qui souffrent des zombies qui, par la suite, peuvent retourner au travail. Hein. Et c'est ça que en quelque sorte, je plains qu'on s'autorise pas de vraiment regarder quel est le sens du symptôme, quel est le sens de la souffrance, pourquoi, et qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce que la réalité au travail, dans la vie, correspond aux besoins humains? Et est-ce que c'est peut-être ça qu'on devrait plutôt voir que de juste rendre les gens insensibles à leurs émotions et par la suite, ils retournent au travail et on appelle ça une thérapie comme il faut. C'est ça la question qui se pose pour moi. Quel est l'incitatif de la part des zombies de se couper de leurs émotions? Est-ce que c'est pour éviter la souffrance ou est-ce que c'est pour se conformer à une attente? C'est un peu la même chose. Quand on reste dans la logique du système dissociatif, on va dire tant que je fonctionne de manière majoritairement normale, je peux me dire je fais tout juste. Hein. Donc, en quelque sorte, cette idée de conformisme, parce que notre société, quelqu'un qui travaille, qui peut se payer la consommation, des vacances, de belles choses, hein, et qui travaille, qui paye ses impôts, on dit c'est une personne normale, tout va bien, on va l'applaudir, hein, indépendamment du fait si peut-être à l'intérieur elle se sent misérable. Hein. Donc c'est ça où rentre en jeu la question de la phénoménologie, hein, de savoir vraiment comment je me sens avec les choses que je suis en train de vivre, ou est-ce que je suis juste en train de me faire violence peut-être, en coupant le contact avec mon émotionnalité, mais je fonctionne. Hein. Et donc pour moi c'est vraiment ça l'idée aussi de rendre la personne sensible par rapport à ses propres ressentis et ses propres besoins, et de voir est-ce que je peux en respect avec cela, vivre dans la société et dans le monde du travail. Est-ce qu'on n'a pas eu un exemple flagrant avec ces années Covid d'une emprise, d'une sorte de diktat sociétal ou médical ou politique, il y a eu un petit peu des trois, sur l'attitude qu'on devait avoir et le fait qu'on était mis à bon d'une communauté si on ne se soumettait pas à une certaine manière de faire. Il y avait le virtue signaling de porter le masque, on montrait aux autres qu'on faisait les choses telles que demandées, et ceux qui ne le portaient pas étaient mis de côté, en tout cas pendant une période, et ensuite c'est devenu l'inverse, ceux qui le portent sont des peureux, enfin il y a toujours une mise à l'écart. Ça a été un laboratoire assez incroyable, j'imagine, ces années-là. Qu'est-ce que tu peux en dire? Parce qu'il y a eu une forte, à tort ou à raison, sans juger, oppression sur le comportement quotidien des gens. Donc en effet, la crise Covid était une sorte d'événement collectif majeur qui a relevé beaucoup des problèmes sociétaux et des peurs profondes, archétypales chez les gens. Pour moi, c'était d'un côté la peur, on est envahi par un virus qu'on maîtrisera pas, ça va tous nous tuer. Donc c'est une angoisse profonde par rapport à l'intégrité corporelle. Et de l'autre côté, il y avait aussi la peur des gens de devoir se conformer à un diktat réglementaire où ils n'ont pas toujours pu vraiment atterrir organiquement en quelque sorte leur compréhension. Donc il y a une sorte de deux enjeux de valeur. D'un côté, il faut nous protéger par tous les moyens, même peut-être excessifs, et ça vaut la peine, hein, parce que j'ai peur pour mon intégrité physique. Mais de l'autre côté aussi la peur d'être de se soumettre à un système injuste, en cas d'oppression. Et donc, on voyait bien pendant la crise Covid ce clash un peu de différentes fractions qui portaient des peurs, chacun de son côté, très profondes. Et pour moi, c'est très important quand on voit un peu ces affrontements dans la société, pendant la crise Covid ou alors aujourd'hui, hein, dans beaucoup de pays, il y a des affrontements, qu'il y a toujours, c'est ça que j'essaie d'amener, une compréhension phénoménologique où on va comprendre au fond
la source de cette anxiété-là, chez les deux parties qui s'affrontent. Et pour moi, c'est très important, c'est de plus regarder sur ces peurs profondes qu'on peut comprendre par les besoins organiques de notre organisme. C'est plus important de mettre le focus sur ces peurs profondes que de trouver, de débattre un peu sur les arguments qu'amènent les gens, hein, parce que ça se passe à la surface et on peut vite se perdre. Mais pour moi, c'est très important de comprendre qu'est-ce qui se passe chez les deux parties qui s'affrontent au niveau de l'angoisse profonde. Mais est-ce que ceux qui remettaient en cause le narratif officiel ont été assez protégés finalement? Parce qu'ils ont été plutôt ostracisés, ils ont été plutôt mis de côté. Le terme de complotiste a été utilisé contre ceux qui avaient une vue critique, alors on pourrait, avec le recul, se dire c'est une vue critique qui est entendable ou acceptable. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une dérive à un moment donné à ce niveau? Oui, de ce que tu décris, à mon avis, on le voit très fréquemment dans les dynamiques sociétales, à savoir quand il y a un problème profond pour lequel il n'y a pas de solution facile, on va vite désigner un coupable dans le paysage, en quelque sorte relationnel, en quelque sorte, ce qu'on appelle les minorités ou les immigrants ou les personnes conspiratistes, hein. On va dire c'est à cause d'eux que notre problème devient plus important et on doit se battre contre eux, hein, au lieu de reconnaître que le problème principal est une sorte d'angoisse profonde chez tout le monde, hein. Et c'est ça que je trouve c'est une stratégie un peu de extérioriser et de projection, de projeter un problème sur un groupe de personnes, hein, au lieu de reconnaître à la base, les sources du problème sont autres que ce que font ces gens-là. Et mon angoisse, elle est pas liée vraiment à ce que font ces personnes, mais par exemple, c'est une angoisse de m'aliéner de moi-même, de perdre mon intégrité physique, de mourir de faim, d'être blessé par un virus, etc. Et c'est ça la vraie angoisse qu'il faut regarder. Et à mon avis, si on fait ça pour toutes les personnes impliquées, on trouvera des solutions. Mais quand on reste un peu à la surface, avec cette idée de division, il y a les bons et les méchants, et on doit s'affronter pour clarifier ça, on va juste répéter la traumatisation sous-jacente. Tu précises à la fin de ton livre qu'il y a des points importants qu'il faudrait adresser pour vivre dans une société meilleure. Parmi ceux-ci, tu cites l'importance d'écouter les whistleblowers, les lanceurs d'alerte. Et la question de la définition du lanceur d'alerte se pose, et de nouveau, avec l'exemple du Covid, qui est vraiment un exemple de laboratoire presque, où des gens qui étaient considérés comme des complotistes pouvaient, sous un autre regard, être considérés comme des whistleblowers, comme des lanceurs d'alerte. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir un regard posé sur des gens qui sont considérés comme des complotistes, donc comme des ennemis, comme plutôt des lanceurs d'alerte? Qu'est-ce qui pourrait permettre de voir les deux faces de cette question? Par exemple, un exemple parmi tant d'autres, la question de l'origine du virus, qui normalement était reléguée à un problème zoologique, et de virus qui circulaient entre des animaux vendus dans les marchés. La thèse qui disait c'est une création de laboratoire, volontaire ou involontaire, était classée comme complotiste. Maintenant, c'est celle qui est mise en avant. Donc ceux qui ont dit ça étaient des complotistes, maintenant ce sont des lanceurs d'alerte. Comment ne pas retomber dans ce biais-là? Pour répondre, pour moi, les lanceurs d'alerte, c'est à la base, c'est un peu de la voix, un peu du bon sens. C'est un peu la personne qui essaie de comprendre, qui a connu aussi en détail parfois un fonctionnement précis, hein, et qui voit qu'il y a des problèmes dans une pratique courante. Il y a un problème de quelque chose qui n'est pas nommé de manière juste. Et le lanceur d'alerte, en quelque sorte, comme moi je comprends, ça part de l'idée un peu d'améliorer un dysfonctionnement. Parce qu'on dit là il y a un problème, là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut. Et donc à la base, pour moi, le lanceur d'alerte, c'est un peu la voix un peu de la conscience ou du bon sens humain qui dit tiens, écoutez, là, il faudra qu'on regarde et qu'on modifie et qu'on améliore peut-être notre manière de faire.
Et quand même, cette voie de la conscience, ou on peut aussi appeler ça dans un sens un peu encore plus méta, comme une sorte de guérisseur interne, dans cette instance en nous qui dit tu devrais faire ça, essayer ça pour peut-être aller mieux, tu devrais clarifier ça et ça pour aller mieux, pour vivre mieux. Cette voix-là, est-ce qu'on l'écoute ou est-ce qu'on l'écoute pas, hein? Et souvent, quand cette voix s'élève, elle amène quelque chose que l'entité dans son ensemble est difficile, ne veut pas voir, ou difficile parce que ça fait mal, ça met en question beaucoup de choses. Donc la partie apparemment normale, en quelque sorte, le principe, on peut aussi dire en quelque sorte majoritaire, a tendance à dire ah non, on veut pas se confronter à ça, tu vas te taire. Hein, donc il y a cette sorte de rejet massif et cette projection que le problème et cette voix qui s'élève, le lanceur d'alerte, on appelle ça c'est le problème, et on veut pas voir le problème sous-jacent qui est un peu le dysfonctionnement de toute l'entité concernée. Et donc c'est ça qui explique pour moi cette réaction souvent très violente vis-à-vis des gens qui essayent de sortir des problèmes et de nommer des problèmes à leur racine, hein, parce que ça, en quelque sorte, ça menace la vision de la partie paranormale qui prétend que tout va bien. Et quand on dit à cette partie-là, non, ça va pas bien c'est que ça, elle va d'abord dire, non, mais si, et tais-toi, tu vois. Donc ça, c'est le rejet qu'on pratique, cette sorte de exorcisme aussi, c'est une dynamique exorciste, vis-à-vis de toutes ces émergences qui se manifestent chez l'individu, mais aussi dans le collectif, pour dire, là, il y a un problème. Alors, je dirais qu'il y a une sorte de vœu pieux parce qu'il y avait beaucoup de projets de loi pour protéger les lanceurs d'alerte au niveau européen. Il fallait des lois pour les protéger et tout ça. Mais que quand ils apparaissent, on les écarte quand même et on les met dans le cadre des complotistes. Donc, qu'est-ce qui va permettre aux leaders de dépasser, d'avoir assez de recul sur eux-mêmes et sur la contradiction? Que le lanceur d'alerte ait tort ou raison, il révèle une contradiction. Voilà. Donc c'est ça que je trouve important de développer une culture d'erreur, hein, parce que dans notre culture actuelle, qui est une culture de l'égoïsme, hein, du vampirisme, toute expression qui va pour dire je suis fort, je maîtrise, je gère, je contrôle, ça en quelque sorte est applaudi, en quelque sorte c'est ça qu'il faut. Il faut pas faire d'erreur. On fait des programmes informatiques, on fait la surveillance pour soi-disant nourrir l'illusion qu'on peut tout contrôler. Et donc, ce sont ça, le vampire essaye de prouver qu'il gère tout et qu'il est l'homme ou la femme forte. Et la voix un peu de la partie émotionnelle ou parfois aussi du guérisseur interne, dans la conscience, elle va dire non, il y a quand même un problème. Hein. Et puisque ça met tellement en question l'identité de l'entité, on a tendance à vouloir supprimer ça. En plus du lanceur d'alerte, est-ce qu'il n'y a pas une dimension sur donner la possibilité aux gens de dire non? Je dis sans forcément prendre une position difficile à défendre, mais la possibilité simplement du refus, qui est déjà une position forte et difficile à tenir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'encourager ça? En effet, ce que tu mentionnes là, je trouve que c'est un grand problème dans notre société, qu'on prétend être démocratique, formellement, on vit dans des démocraties, au moins en Suisse, en Europe, dans la plupart des pays, et qu'on a l'impression que notre avis, ça compte pour quelque chose, et c'est vrai, on peut élire nos gouvernements tous les quelques années, c'est déjà pas mal, mais ce principe de l'autodétermination n'est pas respecté du tout dans le contexte professionnel. À savoir que je m'intéresse aussi à l'approche du tantra, à savoir être en contact avec soi-même, dans le respect de soi-même et des autres, hein, et de trouver une sorte de communion dans le respect de soi-même et des autres. Hein, et pour ça, ce qui est essentiel, la première chose qu'on apprend, c'est le consentement. Est-ce que je suis d'accord de vivre ça ou pas, hein, et que quand le consentement n'est pas donné, en principe, c'est non. Il n'y a pas de discussion sur le consentement. Et à mon avis, on n'apprend pas ça dans notre société, surtout pas à l'école. C'est tout à fait normal de toujours demander encore plus, encore quelque chose, et on va jamais demander l'enfant ou l'adolescent, est-ce que tu es OK avec ça? Non. On impose. Hein. Et ça se passe de la même manière plus tard dans la vie professionnelle. On nous demande ça, c'est les exigences, ça, c'est les objectifs, ça, il faut faire.
Et en quelque sorte, l'employé n'a jamais le choix de dire non, c'est trop pour moi, j'ai un problème aussi éthique avec ce que vous me demandez de faire. Mon ressenti, ma conscience me dit, mes valeurs me disent ça va pas et j'aimerais ne pas le faire. C'est pas une option dans le monde du travail. Donc ça, je trouve, c'est une énorme, en quelque sorte, contradiction entre le soi-disant modèle démocratique qu'on prétend avoir sur le plan sociétal large, démocratie, qui n'est pas du tout appliquée dans les relations au travail. Par contre, j'aimerais aborder un autre thème maintenant. C'est celui de cette caste de vampires qui devient un petit peu le bourreau des autres qui sont plus dans le stade ou dans l'état zombie, qui vont couper leurs émotions et qui vont se laisser manipuler plus ou moins par la caste vampire. Là, j'aimerais faire une référence un petit peu, ça fait un grand détour, parce que c'est pas le thème de son livre, mais à la thèse défendue par Stefan Schillinger, qui dit que le statut de victime peut être un statut recherché dans un moment de la vie. Alors lui, il parle à l'intérieur du couple, où on a besoin de se sentir parfois victime, on sait qu'on va être victime de telle personne qui va prendre avantage sur nous, mais qu'on sait d'une certaine manière qu'on doit prendre ce rôle ou qu'on doit faire l'expérience de ce rôle ou qu'on est poussé, même si on n'a pas envie de le faire, à faire cette expérience. Ou à y trouver, pas forcément une expérience, mais peut-être même sur la durée de toute une vie, à y trouver un certain confort. Donc, est-ce que la position victimaire, est une position qui parfois est assumée inconsciemment même, c'est-à-dire on y trouve plus de confort à ne pas se remettre en question et à savoir dire non, ou à prendre soi-même ses décisions et pouvoir avoir le confort de la victime. En effet, ce que tu résumes, ça me paraît très juste. C'est un mécanisme très important qui explique aussi la chronicisation de cet enchevêtrement traumatique entre les rôles de bourreau et le rôle de victime, parce que c'est lié, et que je trouve normal de dire on peut aussi être amené à être dans le rôle de la victime, et ça peut nous servir aussi pour apprendre quelque chose, mais le but pour moi c'est toujours sortir de là et de ne pas s'identifier avec ce rôle-là, même si ça paraît par moments plus simple et plus facile à gérer, parce que ça procure aussi une certaine identité, ça peut rassurer, et pour moi le but de toute transformation, travail thérapeutique et arriver à une sorte de compréhension holistique de sa personnalité et que je nie le rôle de bourreau, ni le rôle de victime, et ça veut dire ce modèle de la dissociation traumatique structurelle, je plus non plus l'enfant blessé, la partie émotionnelle qui est active en moi par moment, et j'ai plus non plus le rôle la peine, la partie apparemment normale qui combat l'enfant, et en quelque sorte toutes ces entités qui font la guerre ou qui jouent aux échecs à l'intérieur de ma personnalité. En principe, l'objectif, ça sera de dépasser ça. Et d'arriver à une sorte de personnalité qui est en quelque sorte en paix avec elle-même. Et le rôle de victime, malheureusement, comme tu dis, elle est très proche du rôle de bourreau en quelque sorte. On sait que beaucoup de bourreaux ou abusés ou personnes violentes ou abusifs ont été eux-mêmes aussi victimes à certains moments de leur vie, et leur attitude de je suis fort et je peux me permettre et j'ai le droit est aussi un résultat de l'identité de victime qu'ils portent quelque part. Souvent, j'entends par exemple des figures d'autorité, une phrase que j'entends très souvent: ah oui, j'ai passé une vie difficile, j'ai dû faire beaucoup d'efforts dans ma propre formation pour arriver à la position d'aujourd'hui, j'ai dû me sacrifier pour arriver maintenant à ma position forte, et donc j'attends la même chose de mes collaborateurs. Donc, en quelque sorte, cette reconnaissance de la propre souffrance, l'identité de victime, elle sert comme justification de maltraiter en quelque sorte les autres. Donc c'est toujours très proche, et mon but c'est de sortir de cet engrenage victime-bourreau et d'arriver à quelque chose où on est au respect de ses propres besoins, des limites, et qu'on accorde la même chose aux autres autour de nous.
Donc, il faut sortir de cet état victime-bourreau quand ça devient chronique, pardon, quand ça devient chronique et quand ça s'installe. Mais il peut y avoir des moments dans la vie où il est nécessaire pour soi de devenir victime ou de devenir bourreau pour savoir, en fait, ce dont tu parles, le but, c'est l'individuation. C'est sortir de la dissociation pour rejoindre l'individu qui va embrasser les deux perspectives pour pouvoir les dépasser. C'est ça. Et en quelque sorte, là j'adhère beaucoup à, c'est pourquoi j'utilisais les archétypes aussi, c'est un concept qu'a mené par Carl Gustav Jung, hein, qui dit tant qu'on n'a pas pris conscience de cette énergie en nous, de cette rupture traumatique, tant qu'on n'a pas conscientisé cela, on va continuer à les mettre en place, à les vivre à répétition dans notre vie, à travers des crises. Et on va appeler ça, ah oui, c'est le destin, je suis comme ça, le monde est comme ça. Mais on reconnaît pas que, en quelque sorte, le fait qu'on porte ça en nous, ça nous pousse exactement à toujours le reproduire, tant que c'est pas conscientisé. Donc mon but avec mon livre et avec les thérapies que j'essaie d'amener auprès de mes patients, c'est d'amener la personne à ce que tu dis, l'individualisation, hein, de s'approprier dans son expérience de vie, sans la posture de victime, sans la posture de bourreau, et en quelque sorte c'est seulement possible d'arriver là si on a conscientisé la dynamique qui nous pousse exactement de toujours retrouver là-dedans. Donc pour moi, là, un traumatisme non intégré, ça amène une sorte de prophétie autoréalisatrice où la personne va toujours se retrouver dans des situations traumatogènes similaires au trauma original. Et la personne, tant qu'elle n'a pas vraiment fait un travail par rapport à l'origine, elle va se retrouver dans la posture de victime ou de bourreau à répétition. Ok. Et tu vois une issue, pas forcément définitive, mais en tout cas un chemin vers une issue probable dans l'utilisation des psychédéliques pour reconnecter avec son soi. Ouais, on va dire comme ça. Est-ce que déjà, peut-être, je ne sais pas s'il faut aborder cette question-là avant ou après, c'est toi qui vas mettre dans l'ordre que tu veux, mais pourquoi est-ce que tu penses que les psychédéliques peuvent aider à connecter au soi ou à chercher la réindividuation ou l'individuation? Et deuxièmement, comment est-ce que tu perçois la conscience? Qu'est-ce que la conscience? Alors, vaste sujet, mais est-ce que pour toi, tu parles de la conscience intérieure? Est-ce que tu parles d'une conscience élargie? Et comment est-ce que tu perçois cette interaction avec les psychédéliques et la conscience humaine? Beaucoup de questions. Ouais, donc j'essaie de répondre. Donc, on a parlé de la dissociation structurelle. Donc, pour moi, c'est déjà reconnaître, c'est ça l'état qu'on appelle normal. Ouais, on est, à mon avis, tous dissociés, à savoir, on n'a pas accès à tout l'éventail de l'expérience humaine, de conscience. Donc, pour moi, il y a des parties qui sont coupées à cause d'une surcharge traumatique, à savoir, on réalise pas à quel degré nous sommes traumatisés, parce que les traumatismes sont un peu cachés sous une sorte d'amnésie dissociative, on n'a pas conscience. Et de l'autre côté, on a aussi perdu le lien avec qu'on peut appeler le divin, ou le côté transcendant de l'existence. Et que, en quelque sorte, on est dans un canal de conscience assez restreint, et des deux côtés, il y a des émergences et des évidences à la fois traumatiques et à la fois transcendantales. Et avec les psychédéliques, en quelque sorte, on peut élargir un peu cette perception de ce que c'est la réalité. Et on prend conscience, parfois dans une même séance, de l'impact du trauma qui est responsable de notre réalité de vie en ce moment. Et aussi l'absence de la connexion au divin qui fait aussi qu'on souffre avec l'identification dissociative qu'on fait avec notre réalité. En quoi est-ce que les psychédéliques aident à ouvrir sur un aspect plus large de notre personnalité et à contrebalancer des aspects de notre personnalité et à les intégrer en tant qu'un seul? Quel est le processus? Est-ce que c'est un processus de distanciation? Qu'est-ce qui se passe quand on prend des psychédéliques dans le cadre thérapeutique avec un médecin? Donc pour moi, il y a
2-3 mécanismes comme on peut aussi expliquer par la pharmacologie. Donc d'un côté, ce qui amène notamment les psychédéliques classiques sérotoninerges, c'est qu'il y a le tronc cérébral où émerge toute l'information du corps, et sur le tronc cérébral, il y a une structure, une sorte de chapeau, qui un peu bloque, en quelque sorte, qui filtre la manière dont l'information est transmise par la suite au cortex, avec lequel émerge un peu la conscience sur le moment. Et cette partie, le thalamus, en quelque sorte, il filtre, il bloque à peu près beaucoup, 90% de l'information est filtrée en quelque sorte. Donc c'est une sorte de regard très biaisé sur ce qui se passe, et que les psychédéliques vont enlever ce filtrage thalamique, et par la suite il y a beaucoup d'informations qui émergent et qui doivent être traitées par la suite, et ça peut être une expérience aussi assez challenging d'avoir autant d'informations qui émergent. Ça, c'est un mécanisme qu'on peut expliquer comme ça. Et l'autre, c'est notamment l'effet de la MDMA, qui pour moi aussi est un psychédélique. C'est la MDMA, elle a comme spécificité de freiner l'activation d'un noyau cérébral qu'on appelle l'amygdale, et l'hippocampe qui est à côté. Et c'est ce centre-là, l'amygdale, normalement, quand on veut se souvenir ou à s'approcher d'un souvenir difficile ou d'une réalité très difficile, l'amygdale, normalement, elle va s'activer, elle va s'allumer et dire stop, tu n'avances pas, ça fait trop mal. Ne touche pas, n'y touche pas. Et ça, c'est l'état normal, que l'amygdale va en quelque sorte empêcher de regarder des choses trop pénibles. Et la MDMA, elle permet de freiner, de calmer l'amygdale, et tout d'un coup, on peut tranquillement, sans suractivation, sans panique, regarder les choses qu'on a vécues et dire tiens, ça s'est passé, c'est pas ma faute, c'est fini. Et cette évidence-là, cette réalisation-là permet à la personne, en quelque sorte, à sortir de sa captivité traumatique. On parle aussi, quand on parle de psychédélique dans un cadre thérapeutique, de dissolution de l'ego, et que ça permet de voir, alors comme tu viens de le décrire avec la MDMA, de voir sans peine et difficulté des moments qui ont pu être traumatisants. Mais est-ce que tu peux parler de cette dissolution de l'ego? Qu'est-ce que ça veut dire? En quelque sorte, on peut aller au-delà de toutes ces croyances qu'on s'est créées autour de notre expérience de vie, notre identité, et qu'on reconnaît comme aujourd'hui comme problème, notamment dans la dépression chronique, c'est qu'on est constamment en train de se raconter la même histoire. Je suis comme ça parce que j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, et la vie devrait être comme ci et comme ça. Donc on a des schémas de croyances rigidifiés qui sous-tendent malheureusement aussi la souffrance, mais qui sous-tendent aussi en même temps l'identité un peu du vampire qui dit globalement je gère bien. Donc c'est une sorte de contradiction qui est pénible à vivre. D'un côté il y a des choses pénibles avec lesquelles on doit s'arranger, mais de l'autre côté on prétend de dire que tout va bien. Et donc cet état dissociatif, elle est difficile et très éprouvant et épuisant à porter, et avec les psychédéliques on sort de tout ça, de toutes ces croyances dogmatiques, et tout d'un coup on va capter la vie sous un angle de perception que j'appelle recontextualisation, à savoir toutes les apprentissages qui sont actifs pour biaiser la perception de la réalité, elles sont supprimées, et qu'à un moment donné, je regarde juste la vie à l'état pur en quelque sorte, sans les biais cognitifs, sans mon identité, et en quelque sorte, c'est une expérience profondément libérateur, d'être juste en contact avec la réalité, qui correspond aussi à un état méditatif profond. On fait en quelque sorte, on met la distance avec l'ego qui commente, avec le bruit des pensées, on met ça loin et on est en contact juste avec la vie à l'état pur. Et c'est ça que j'appelle l'ego-dissolution. Alors, à mon très humble niveau, j'ai souvent pu constater auprès des gens qui utilisent les psychédéliques, souvent j'exagère, mais quand même à plusieurs reprises, qu'il existe aussi une inflation de l'ego.
après l'utilisation de psychédéliques. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui se sentent investies d'une mission au niveau personnel de promotion des substances pour dire vous allez libérer votre esprit, vous allez faire des rencontres incroyables, vous allez pouvoir vous changer, vous allez... Une promesse dont ils se sentent le porte-parole. Ça me paraît étonnant de constater à la fois cet effet de dissolution d'ego pendant la transe ou l'expérience, ou voilà, et qu'ensuite il y a parfois, pas chez tout le monde, loin de là, une inflation de l'ego qui vient comme compenser cette perte de l'ego, comme si l'ego en tant qu'entité réfléchissante dans la personne se dit « on m'a fait taire ». J'ai eu très peur et je reprends le dessus en donnant une mission qui va expliquer la dérive que j'ai pu prendre ou l'oubli que j'ai pu avoir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, c'est en effet un phénomène que j'observe également, comme tu le décris, hein, qu'on peut aussi intégrer l'expérience psychédélique de manière égoïste, narcissique en quelque sorte. Hein. Et ça pour moi c'est une sorte de complication aussi du travail avec les psychédéliques que chez certaines personnes. En quelque sorte l'identification narcissique elle va encore s'aggraver hein, avec les psychédéliques. Donc c'est pourquoi je suis très attentif et ce que j'enseigne aussi avec quand une personne a des traits narcissiques très importants, elle veut pas se questionner, hein, elle veut surtout trouver encore des arguments qui prouve qu'elle est spéciale, qu'elle est super, et elle risque d'utiliser l'expérience psychédélique aussi dans ce sens-là. Pour moi, c'est une contre-indication. Il faut être très très vigilant avec ça, parce que ça peut faire aggraver la problématique encore après. Et notamment, ce que j'observe comme un type d'intégration narcissique de l'expérience psychédélique, c'est je fais partie de l'élite qui fait des choses extraordinaires. J'ai vécu des choses incroyables dans mes tripes. Je fais partie des quelques personnes qui ont compris. Je fais partie, voilà, en quelque sorte élitiste. Hein, c'est tout ça que je retrouve pas mal chez certaines personnes, et donc il faut s'en méfier. Et pour moi, c'est toujours les dire. Pour moi, l'expérience psychédélique, ce que devrait amener un regard humble et relativisant sur son expérience de vie, avec ni une suridentification avec mon rôle traumatique victime, ça c'est pas non plus ce que je souhaite, que les gens s'identifient par la suite que en tant que victime, mais non plus avec un récit trop positif, avec une inflation de l'ego, à savoir je fais maintenant partie d'une élite qui explique aux autres de ce qui est la vraie nature de l'humain et de l'univers, et que c'est ça ma prochaine identité que je développe. Ni l'un ni l'autre je trouve souhaitable. Donc ça pourrait être pour ce nouveau type de thérapie assistée par psychédélique, un des garde-fous, comme un des garde-fous dans la thérapie classique est le danger du transfert, ça pourrait être le danger de la superinflation de l'ego, qu'il faudrait savoir reconnaître chez certains patients. Mais aussi chez le thérapeute, hein, comme tu le sais, il y a aussi le danger, le risque du gourouisme chez les thérapeutes qui croient que voilà, ils font des choses exceptionnelles, qu'ils ont compris mieux que les autres, etc., etc. Donc, il y a un grand risque, en quelque sorte, de dérive égotique dans ces approches chez les patients, mais aussi chez le thérapeute. Ouais, ça c'est très juste d'avoir relevé que chez les thérapeutes, ça peut aussi faire une inflation de l'ego sans forcément prise de psychédélique de son côté. Simplement, il a une sorte de potion magique qu'il peut utiliser, que n'ont pas forcément tous ses collègues. Tu dis à un moment donné que tu comprends pas pourquoi les outils démocratiques ne sont pas plus et mieux utilisés pour sortir d'une relation maître-esclave. Tu n'utilises pas les mots maître-esclave, mais en tout cas, on va reprendre vampire zombie, pour sortir de cette situation, parce qu'on a tous les outils à disposition. Je suis pas sûr autant que toi qu'on a vraiment tous les outils à disposition, et je sais pas si les démocraties représentatives, pour la plupart, hein, ici on a une démocratie directe, on en est très fiers et très heureux, mais dans l'immense majorité des pays, c'est des démocraties représentatives.
qui laisse peu de mouvements démocratiques et où les conflits d'influence sont très forts, très marqués, et où l'argent et l'influence sont les moteurs d'une démocratie qui souvent ne porte que le nom. Est-ce que vraiment la démocratie telle qu'elle se présente aujourd'hui est un outil valable pour lutter contre ces différents traitements sociétaux? Bonne question. Je pense que la démocratie, bien sûr, ça, à la base, ça porte ce potentiel de bien représenter ce qui est le mieux pour l'ensemble des humains qui s'apprêtent à cette culture démocratique. Hein, donc. Mais c'est vrai qu'il faut être très attentif à garder ça quelque chose de vivant, qui implique aussi une responsabilité à tous les acteurs de s'impliquer et d'appliquer ça de la meilleure manière possible dans leur vie à eux. Mais je suis d'accord avec toi que dans notre démocratie représentative, il y a une certaine, et que je vois ça partout dans la société, une sorte de formatage de tous les acteurs à travers les échelons qui doivent passer, avec de la pression, la sélection, la comparaison que font les autres et que demandent aussi en quelque sorte les gens qui vont voter, hein, et qu'il y a une sélection d'une pensée, d'une identité égoïste, narcissique, chez les acteurs aussi représentatifs, et que dans les structures, en quelque sorte, il y a une sélection du principe vampirique. Hein, celui qui marque le plus fort, qui se présente l'homme fort, qui va résoudre tous les problèmes, va s'attribuer un peu le mandat, hein, par une sorte de problématique structurelle du système, et que par la suite on arrive à des démocraties qui éluent des dictateurs, hein, parce que ça répond en quelque sorte à cette dynamique de sélection d'une personne dans son fonctionnement vampirique. Donc, est-ce que c'est pas finalement un mirage que de dire que la démocratie donne les outils? Dans la plupart des cas, elle ne les donne pas. Elle donne des outils aux vampires plutôt. Pour moi, le problème, c'est au niveau de la conscience des électeurs, en quelque sorte, de la base, les gens qui font un État, les individus qui établissent la société. C'est ça, à mon avis, que les gens sont mal formés, instruits à utiliser leur capacité de compréhension sur ce qui leur arrive et de faire vraiment des choix en bon escient. Hein, donc, ils vont vite être manipulés. Et c'est ça que je dénonce, une sorte de manipulation à beaucoup de niveaux dans le système démocratique et dans les médias et dans le monde du travail pour approuver quelque chose qui leur fait du bien seulement à court terme. Mais à long terme, ça va en quelque sorte les rendre faibles et ils vont perdre leur autonomie. Et donc, ce que moi, en quelque sorte, qu'il faut pour renouveler un peu l'esprit démocratique de nos sociétés ou de manière générale, c'est d'augmenter l'autonomie de l'individu. Et en quelque sorte de redonner un peu le pouvoir à l'individu au niveau de la compréhension épistémologique. Ça c'est ma réalité, ça c'est important pour moi, ça c'est juste, ça c'est faux, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et pour ça, ça nécessite quand même une sorte de modification de l'éducation qu'on déploie au niveau des élèves, au niveau des enfants et des adolescents. De l'éducation et des moyens mis à disposition de cette même société. Parce que j'entends dans une démocratie représentative, dans la plupart d'entre elles, on élit une fois et ensuite on n'a plus rien à dire pour 3, 4 ans ou 5 ans. Alors que la démocratie directe permet d'avoir ce rapport avec le pouvoir. Donc, on ne dirait pas qu'il y a beaucoup de portes ouvertes pour la majorité des démocraties. Oui, mais quand même, on écoute quand même la volonté du peuple au niveau aussi du consommateur. Le consommateur qui fait des choix de manière multiple, ça a un impact sur ce que va faire pour répondre à la politique, mais aussi les entreprises. Hein, et que là, pose ma question sur quelle base de compréhension les gens prennent leurs décisions. Hein, et que pour moi, là, je vois un peu la dissociation structurelle traumatique à l'œuvre, que globalement, les gens continuent à faire des choix, hein, et se positionner
dans quelque chose qui leur fait au final pas bien. Donc on est en train d'aller vers une crise collective colossale et les gens au quotidien vont quand même se comporter de la manière exacte pour rendre cela possible. Et pour moi, là, il y a un problème de conscience que les gens n'ont pas vraiment l'habitude de vraiment apercevoir leur réalité de manière la plus juste possible. Tu défends aussi dans ton livre comme une des solutions envisageables, et pas forcément définitive, mais quand même une piste à explorer, le revenu universel. Je voulais te donner un exemple qui m'a toujours frappé pour avoir voyagé au Groenland et avoir vu les conditions dans lesquelles vivent les Inuits du Groenland. Ils vivent pour la plupart pas pour la plupart peut-être, mais pour une grande partie d'entre eux, dans des HLM. Ils sont parqués, si on veut bien. Il y a quelque chose entre l'architecture communiste et la réserve indienne. Il y a un petit peu quelque chose entre les deux, où on voit qu'il y a une communauté qui n'est pas danoise et qui est une communauté ethnique qui vit dans des grands immeubles où il n'y a quasiment que des Inuits et une classe de société plutôt moyenne basse, quoi. Et on sait que le Danemark a versé des subventions aux Inuits depuis le début des années 60 et que les Inuits pourraient vivre de ces subventions, peuvent vivre de ces subventions, mais que ça a entraîné un problème d'alcool. Jusque dans les années 80 maintenant, qui est en train de se résoudre et ils boivent pas plus que les Danois. Mais pendant longtemps, ça a été un problème qui est allé en augmentation avec la venue de cette manne financière qui tombait. Est-ce que le fait de promouvoir, de penser à un revenu universel n'enclenche pas aussi une apathie, du coup il n'y a plus besoin de rien faire, je peux me laisser aller à boire, à ne pas avoir de projet sur le long terme parce que je n'ai pas besoin de m'en sortir. Est-ce que l'incitatif de l'argent n'est pas un bon poinçon pour pousser les gens à se sortir d'eux-mêmes et à sortir de cet état de zombie? Est-ce que tu n'as pas peur d'enterrer ça avec un revenu universel? Bien sûr, ce que tu décris, c'est un souci qu'il faut avoir, que font les gens de leur temps. S'ils n'ont pas l'obligation, avec le bâton et carotte, de faire certaines choses, de se comporter de manière utile. Et donc la question que tu poses, bien sûr, elle émerge tout de suite dès qu'on parle du revenu inconditionnel de base. Moi, pour répondre comme déjà à la question précédente, c'est une question d'éducation. Il faut amener les gens à les éduquer, à se sentir responsables. Vraiment, chacun est responsable de son expérience de vie et que tu dois décider pour toi-même de quelle manière tu vas utiliser ton lot. Et moi, je suis d'avis que les gens, quand ils sont libérés de l'obligation de travailler, à un moment donné, selon l'éducation qu'on reçoit, ils vont s'intéresser à s'engager pour la communauté, de partager des activités, de faire des choses utiles, mais pas pour une entreprise, mais peut-être pour la collectivité. C'est ça que j'espère, mais ça nécessite une éducation particulière qu'on doit commencer à l'école et dans les familles. Pourquoi tu es ici sur Terre? Quelle est ta contribution? Qu'est-ce que tu as besoin de vivre pour toi-même et dans l'entourage écologique pour que tu te sens bien? Et ça, c'est toutes des choses, à mon avis, essentielles sur lesquels on réfléchit pas à l'école et on n'a pas vraiment des outils pour nous poser ces questions et par la suite les mettre en œuvre. Je dirais que on peut faire peut-être un rapprochement entre le revenu universel et ce que les gens peuvent en faire quand on a une manne à disposition et qu'on n'est plus obligé de se soumettre à un temps de travail aussi exigeant qu'auparavant, parce qu'on sait qu'on peut compter sur cette manne qui viendrait tous les mois. On peut le comparer dans une certaine mesure, peut-être au fait que les médias avant étaient réservés à une élite et qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les médias sont à tout le monde. Donc il y a une manne qui n'est pas financière, mais d'expression qui a été ouverte à tout le monde.
on voit qu'avec cette manne d'expression qui a été donnée à tout le monde, il y a une utilisation vertueuse, où il y a beaucoup de gens qui donnent des cours gratuitement, de langue, de jardinage, sur YouTube, c'est fantastique. Et il y a aussi une proportion à peu près égale, j'imagine, de gens qui font du n'importe quoi, ou qui propagent des messages de haine peut-être pour une minorité, ou c'est la liberté d'utilisation d'un média de médias en général, qui avant étaient réservés à une élite. Est-ce que on ne pourrait pas faire une comparaison avec ça, qu'il y aura toutes les utilisations possibles de l'argent, dont financer des groupes, des drogues, enfin, que sais-je encore, il y aura une gradation complète telle que l'humain peut l'offrir dans tous les cas de figure, que ce soit les médias ou l'argent. C'est pour ça, encore une fois, je prône le développement plus large de la société, de ce que j'appelle, je suis pas le seul, la culture de conscience, à savoir on se rend compte, moi je suis en train de vivre, ça c'est déjà la question, qu'est-ce que la conscience? J'ai un corps et le corps est un peu le vecteur d'une expérience de conscience qui est liée à mon corps, mais aussi aux choses que j'ai appris, que j'ai vécues dans ma vie, et que par la suite je peux m'intéresser à traiter l'information dans ma vie d'une certaine manière. Et pour moi, la culture de conscience, c'est des techniques mentales, d'arriver à la plus grande autonomie de son expérience de conscience. Et cette technique mentale, c'est notamment le raisonnement logique, la rationalité critiques, de faire la part entre quels sont les faits, qu'est-ce que je confirme qui est important, qu'est-ce que peut-être des faits superflus, qu'est-ce que c'est une opinion qui n'est pas fondée, que me dit mon ressenti. Ça, c'est le deuxième aspect important de la culture de conscience, à savoir on écoute son intention, que dit mon corps, qu'elle dit mon expérience viscérale par rapport à les choses que j'apprends. Et une troisième chose qui est aussi la culture de conscience, c'est l'état de conscience modifié. On va pas seulement regarder les choses dans notre conscience de tous les jours, mais peut-être on va s'intéresser à regarder la même question aussi sous un autre angle, en mettant, comme je dis, en se mettant de côté tout ce biais de dogmatique de notre identité, on va mettre ça de côté, je regarde le même problème dans un état de conscience modifié, ou alors les techniques méditatives et de pleine conscience aussi. J'essaie vraiment de me connecter au contexte du moment et de mettre tout de côté et d'essayer de comprendre une chose. Et cela m'amène à, en quelque sorte, m'établir comme l'autorité la plus absolue de mon expérience de vie et de conscience. Et c'est ça que à mon avis, on devrait essayer de mettre en avant dans la société. J'estime que c'est très important, parce que si on n'apprend pas la culture de conscience, on est influençable par toutes sortes de manipulations dans les médias, et notamment aussi avec l'intelligence artificielle, qui peut nous présenter des vidéos, des photos, des évidences, et si on n'a pas cultivé la conscience, la culture de conscience, on sera complètement perdu vis-à-vis toute cette information qui arrive chez nous et dont on n'a pas l'habitude de faire le tri. Alors justement, comment est-ce que tu définirais la conscience? Est-ce que pour toi la conscience est émergente? Est-ce qu'elle est issue du cerveau? Est-ce que nous nous connectons à un champ de conscience? Quelle est la définition que tu peux donner de la conscience? Une question difficile. Pour moi, la conscience, elle est étroitement liée à mon vécu corporel. Donc, c'est mon corps, mon cerveau qui est le vecteur pour accéder à l'information que par la suite va émerger dans ma conscience phénoménologique comme une évidence. Je suis en train de vivre, je vis une vie ici, et ma vie est de telle et telle manière, et parfois plutôt agréable, désagréable, avec tel et tel contenu intellectuel. Mais en quelque sorte, ma conscience, ça veut dire, c'est indiscutable que je suis en vie, en quelque sorte. Il n'y a pas de doute sur le fait que je suis en train de vivre. C'est ça la confiance. Mais de quelle manière ça s'est rempli? Je dirais aussi que on capte des choses qui nous entourent, et le capteur et le récepteur, c'est le cerveau, si on veut, et qu'on donne certaines lectures
par la conscience du moment. Ça, c'est lié au corps. Hein. Mais je pense par moment, dans l'état de conscience modifié ou dans certaines activités d'état de conscience modifié, on peut accéder à une connaissance qui dépasse de ce qu'on connaît d'habitude, comme son expérience de conscience, et c'est une conscience un peu plus élargie auquel on peut se connecter, mais toujours ça se passe par le corps. Tu parles des incels, je crois. C'est déjà quoi la contraction de incel? C'est les célibataires involontaires. C'est ça. Voilà. Où il y a de plus en plus d'hommes qui restent célibataires pour une très longue durée et pas par choix, parce qu'il y a une espèce de marchandisation de la relation, où on se met en avant sur des réseaux sociaux, où on vend une image plus qu'une connaissance. Qu'est-ce que tu vois, quelle est l'issue que tu vois venir avec cette mise de côté d'une vie sexuelle normale chez de plus en plus d'hommes, alors que les femmes ont un accès beaucoup plus facile à une vie sexuelle épanouie dans ce monde épanouie, je sais pas. En tout cas, une vie sexuelle plus large, avec des perspectives plus larges dans ce monde des réseaux sociaux. En tout cas, j'ai décrit dans mon livre les incels comme un peu un groupe de personnes qui pour moi sont typiques pour ce que j'appelle les loups-garous, hein, à savoir une frustration sexuelle qui contribue à une sorte de colère et agressivité très intense. Hein. Et on sait que chez les incels, donc, ce sont des personnes, comme tu le dis, qui ont pas ou très peu d'activités sexuelles interpersonnelles, hein, et qui cumulent une sorte quand même de frustration parce que la sexualité, ça fait partie des besoins fondamentaux, hein, et qui cumulent une sorte de frustration, une carence affective qui se manifeste par des explosions de violence. Et pour moi, donc, c'est important quand même comme phénomène parce que les études montrent qu'il y a un déclin de l'activité sexuelle interpersonnelle, hein, parce que les gens passent de plus en plus du temps tout seuls devant des écrans avec des pseudo-relations, avec beaucoup d'amis sur Facebook, je peux avoir des centaines, mais je suis pas en contact peau à peau, à me frictionner, à me confronter vraiment dans la relation avec d'autres personnes. Parce que ça aussi, comme on a vu avec les zombies, ça fait peur. Hein. Donc quand je suis en contact dans une relation authentique avec une autre personne, peut-être ça va me renvoyer aussi beaucoup de choses difficiles pour moi, désagréables. La personne va me critiquer, elle va me dire mais regarde ça, mais qu'est-ce que tu fais? Elle va m'interpeller authentiquement. Hein, et pour beaucoup de personnes, ça c'est devenu déjà trop difficile, hein, parce que ça gratte un peu sur l'image de « tout va bien chez moi ». Donc il y a un évitement du contact authentique interpersonnel, il y a un évitement de la sexualité interpersonnelle, et les gens se réfugient dans des mondes un peu virtuels, où on peut prétendre tout contrôler, je peux créer un avatar comme ça me plaît, et les gens se surinvestissent avec quelque chose qui est une illusion, qui n'est rien qu'une illusion. Hein. Et donc cet évitement, pour moi c'est un évitement par rapport à la brutalité de la vie en quelque sorte. Hein. La vie c'est aussi la souffrance, c'est aussi la douleur, c'est aussi des choses désagréables, et mon postulat, les gens ont perdu cette confiance à leur capacité de gérer la vie normale. Et ils vont se réfugier dans une vie insipide, fade, surfait, virtuelle, plein d'illusions, avec voilà l'illusion de pouvoir contrôler ça, mais au final, les gens sont toujours confrontés à leur vie d'intérieur qui émerge sous forme de tristesse, colère, irritabilité. Est-ce qu'il s'agit réellement d'évitement ou d'un état de fait, parce que l'immense majorité des rencontres aujourd'hui se fait via Internet. Avant, il y a eu un moment de bascule hein, dans les années 2000, 2010, au début des années 2010, où tout à coup, il y a eu plus de rencontres par Internet. Et que sur ce terrain-là, sur le terrain du choix, les femmes sont toujours avantagées. C'est-à-dire qu'une femme aura des dizaines de propositions, peut-être une centaine avant qu'un homme en ait une.
Et donc, il y a une énorme différence. Et vu que maintenant, c'est devenu majoritaire de se rencontrer comme ça, c'est peut-être pas seulement une peur, mais c'est une confrontation face à un vide, face à une impossibilité de franchir un mur. Et qu'il y a aussi une part d'éducation dans le fait, on essaye de reconnecter les gens avec la rencontre authentique. Il y a des sorties qui sont organisées pour que les gens se rencontrent et tout ça. Parce que les gens qui ne peuvent pas vendre une image sur les réseaux sociaux attrayante ou suffisamment attrayante selon les canons de beauté qu'on a aujourd'hui, peuvent se vendre entre guillemets d'une autre manière, par leur intellect, leur humour, leur force physique, des choses qui peuvent être attractives pour les autres. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a une forte hiérarchisation de l'apparence physique. Est-ce que c'est pas ça le problème plutôt qu'une volonté de se retirer, c'est plutôt une impossibilité d'entrer dans le jeu? Mais quand même, ça revient au même quand même, parce que si l'image de moi, j'arrive à la contrôler dans le sens que c'est socialement applaudi, hein, avec même la chirurgie esthétique, hein, on peut investir beaucoup d'argent pour la chirurgie esthétique pour rendre son image le plus applaudie possible selon les standards, mais je peux aussi me poser la question, est-ce que je suis prêt à investir autant d'argent dans une quête de guérison personnelle, en quelque sorte, de vraiment aller en contact avec moi-même et de me confronter aux choses difficiles. Est-ce que je suis prêt à mettre de l'argent pour ça aussi? Mais comme tu le dis, dans notre société, en ce moment, il y a quand même une sorte de biais profond qui va vers le vampirique, à savoir, c'est bien quand tu te présentes comme la personne qui gère tout, qui contrôle tout, qui a tout réussi, qui est beau, qui même éternel en quelque sorte. Dans le vampirisme, il y a cette volonté aussi à aller vers immortalité, hein, et c'est ça qui est applaudi, hein, et que ça draine par la suite dans son sillon une sorte de pression adaptative où les gens vont faire la même chose parce qu'ils voient ça partout. Et donc, ce qui manque aussi, c'est des modèles alternatifs, à savoir, ça vaut la peine de travailler sur les propres traumas et par la suite ne plus tomber dans les pièges de la victimisation ou devenir bourreau parce que je fais un travail sur moi-même et je suis plus en paix avec moi-même. Mais ça, c'est des choses qu'on peut difficilement montrer dans une vidéo sur YouTube ou Instagram. Quel est l'effet de ce travail sur soi? C'est beaucoup moins aisé à montrer ça aux gens comme modèle que de dire ah oui mais je fais un super stage où je fais des vacances super balnéaires, etc., où je montre, je consomme, je suis positif, je suis dans la pensée positive et je gère tout bien et je fais partie des gens qui ont bien réussi, hein. Donc il y a une sorte de biais un peu de présentation de modèles. Il y a des modèles omniprésents dans les médias sociaux où ça va dans une direction que j'appelle vampirique, superficielle, et il y a pas assez de modèles, assez difficiles communicables, des gens qui font un travail et qui arrivent à une sorte de paix holistique et qui par la suite n'ont aucun besoin aussi de se montrer en quelque sorte, hein. Parce qu'en quelque sorte, si on a fait le travail de l'intégration traumatique, on n'a plus besoin non plus d'aller se montrer sur son côté vampirique superficiel qui prétend que tout va bien. D'accord, mais ça, je dirais, ça marche assez bien au niveau social. Je dirais pour des applications comme Facebook ou Twitter ou tout ça, où on présente son aspect social. Maintenant, quand on est dans l'aspect plus intime de la recherche de partenaires, et c'était la question autour des incels, donc des célibataires involontaires, là, c'est plutôt dans l'intime, c'est-à-dire des applications comme Tinder, je crois, où c'est des applications de rencontres, où là, on est jugé en quelques secondes, tellement la masse d'hommes demandeurs est grande et tellement les femmes ont l'avantage du choix. Donc là, on est quand même dans une impasse. J'entends, on peut faire un travail sur soi, on peut faire un travail avec des psychédéliques et tout ça, et puis refuser d'entrer dans cette ronde où on doit se montrer sous son plus beau profil pour espérer avoir une rencontre amoureuse. Mais quelle opportunité, quelle autre opportunité est-ce qu'on peut offrir à ces gens-là? Alors, je l'ai dit, il y a des initiatives qui vont dans ce sens, hein, mais j'entends, il y a quand même des gens qui sont coincés.
J'ai pas de réponse. En effet, je trouve ça, je peux confirmer de ce que tu dis. J'observe ça aussi dans ma vie, dans les choses que je raconte mes patients aussi, ces difficultés, notamment pour les hommes. Hein. Mais encore une fois, là, j'ai pas de réponse par rapport à ce problème. Pour moi, c'est juste, j'ai fait appel à une sorte de renouvellement de la culture intellectuelle et de la culture de conscience, et essayer de faire ce que j'appelle le guérisseur interne, hein, essayer de faire les choses un peu différemment. Hein, quand même, même si ça paraît difficile et fastidieux, de toujours essayer à nouveau d'établir des liens, de s'engager dans des activités sociales dans la vie de tous les jours, hein, et essayer de sortir de ces algorithmes qui sont très formatés dans une direction que globalement, à mon avis, ça ne correspond pas aux besoins de base des êtres humains, de ce qui se passe sur ces forums. Est-ce que tu peux essayer de faire un rapport entre les nouveaux archétypes que tu proposes, où on voit 3 grandes tendances, et les archétypes plus anciens, justement le mot archétype fait référence à ce qui est ancien, profondément enfoui, et je crois qu'à un moment donné tu parles d'un rapport avec la crucifixion. Est-ce que tu peux développer là-dessus? Donc pour moi, ce qui est nouveau chez les archétypes contemporains, loup-garou, zombie et vampire, par rapport à l'archétype traumatique classique, qui est pour moi le crucifix. Hein. On a une personne Jésus, qui est torturé, on voit qu'il porte les stigmes de la torture, de la maltraitance absolue. Il est en train de mourir sur un autre symbole qui est la croix, comme ce symbole du principe vertical, du principe horizontal. Donc ça c'est universel, hein, que la liaison entre le divin et la terre, l'homme et le féminin, masculin, féminin. Il y a beaucoup de significations qu'on peut mettre sur la croix. Hein, et dans notre culture européenne, chrétienne ou monothéiste large, hein, on a fait une combinaison de deux symboles, de la croix, et sur la croix, on a cloué un homme trahi et torturé. Hein. Et pour moi, en quelque sorte, ça c'est l'archétype traumatique classique collectif qui a formaté très profondément toute notre culture, hein, des pays occidentaux. Hein. Et pour moi, dans ce archétype classique de la croix et du crucifix, on retrouve pour moi une sorte érotisation de la souffrance et du sacrifice. À savoir, la personne qui se sacrifie comme Jésus, elle ira au ciel, ça sera un modèle, ça sera un saint, et on va l'applaudir. Hein. Et en même temps, dans cette érotisation de ce sacrifice, l'autre pendant de cela est la diabolisation de l'extase et de la joie. Et dans notre culture européenne et mondiale, malheureusement, parce que ça s'est propagé un peu partout avec le colonialisme, on voit donc toujours ce dogme profond, érotisation de la souffrance et du sacrifice, et diabolisation de l'extase et aussi la sexualité. Et c'est ça qui, à mon avis, formaté très profondément notre culture, hein, ce que j'appelle le vampirocène, basé sur ces croyances-là. Mais, en quelque sorte, le côté positif, au regard que je porte du crucifix, c'est Jésus est mort, il était mort, et 3 jours après, il a ressurgi, hein, ressuscité, hein, résurrection de Jésus, et donc en quelque sorte, il y a la destruction, la mort, et après un renouveau. Hein, et on peut recommencer avec un nouveau espoir pour une amélioration. Hein. Ça, c'est un peu les archétypes classiques traumatiques autour de du crucifix. On peut toujours, le système va se renouveler avec l'espoir. Hein. Et moi, je vois dans les archétypes modernes, hein, je vois que ce principe du renouvellement est dépassé par le principe de l'immortalité. À savoir, les 3 archétypes, en quelque sorte, si on comprend ce que ça veut dire, que tant qu'ils restent dans leur magie noire, ces 3 personnages, archétypes, vont vivre l'immortalité. Le vampire, tant qu'il peut se procurer du sang frais, il peut en quelque sorte toujours
se rajeunir et continuer à vivre. Hein. Et les autres archétypes aussi, en quelque sorte, sont des figures qui sont pas soumis à la logique de la mort et de la renaissance, en quelque sorte. Et c'est ça que je vois très très profondément se passer dans notre société aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec la manière de tout contrôler et de tout digitaliser, en quelque sorte, en tant quelque chose, un espace potentiellement immortel. Et je vois beaucoup aussi ça chez les vampires, avec avec cette frénésie de cumuler des preuves de richesse et de contrôle, hein, qu'on établit un système où, en quelque sorte, l'être humain va se substituer avec des machines et avec des parties machinelles, hein, avec des organes peut-être artificiels, où on va maîtriser la biologie de manière à nous rendre immortels biologiquement. Et le but ultime de cela est l'immortalité. À savoir, on reste toujours dans son identité de vainqueur vampirique et que il n'y a pas de fin à cela. Et sur le plan collectif, on voit ça aussi, je vois ça très clairement, avec cette tentative de la caste de vampires, hein, high-end, donc au plus haut, de vouloir partir de la planète Terre pour aller s'installer sur leur planète Mars, en quelque sorte, parce qu'on constate qu'il y a trop de problèmes ici, hein, ça va bientôt devenir une grande catastrophe, mais pas de problème, on a la technologie, on a la maîtrise, et on peut aller sur notre planète et continuer à vivre à infini sur notre planète. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc pour moi, il y a très clairement ce dépassement de l'archétype classique de la croix et du crucifix qui prévoit un renouvellement, toujours avec la possibilité on peut faire mieux, par quelque chose où on éternise en quelque sorte le fonctionnement traumatique. Parce que pour moi, comme je dis, le vampire, c'est pas une existence individuelle holistique, mais c'est profondément soumis à une scission traumatique où le côté vainqueur vampirique est utilisé pour ne pas sentir la blessure profonde. Donc tu fais une sorte d'appel, hein, un retour aux valeurs archétypales classiques. Ben, je ne souhaite pas non plus retourner au message du crucifix, qui pour moi aussi est très problématique, hein. Érotisation de la souffrance, mais pour moi, je sais vraiment aller à quelque chose de holistique, où c'est une culture de la conscience, où on tient compte, on accepte l'idée qu'on souffre aussi dans cette vie, mais on s'accorde aussi le droit d'être heureux et de vivre des expériences extatiques et pour nous rapprocher un peu dans cette évidence en quelque sorte spirituelle et transcendante, éternelle, mais qui n'est pas due à la technologie qu'on maîtrise, mais qui est due quasiment immuable à tout être vivant, et qu'on se connecte à cela. Il y avait autre chose qui a appelé mon attention, c'est que je trouvais que dans ton approche et dans les solutions proposées pour essayer de sortir de ces problèmes sociétaux actuels, et ta proposition d'un revenu universel, pour moi, il y avait une approche assez marxiste du problème. C'est-à-dire qu'il y a une caste dominante qui soumet une grande partie de la population qui, elle, est endormie. Pour Marx, c'était la religion qui endormait les peuples. Et pour nous, on a notre nouvelle religion, que sont les médias ou les réseaux sociaux, ou la manière de communiquer. Donc on est endormi par ça. Et la solution, une des solutions que tu proposes, ce revenu universel, est-ce que ça tourne pas quand même autour, que tu mets au même niveau que l'individuation, presque, hein, dans les solutions à trouver. Est-ce que ça tourne pas autour d'une solution qui finalement recrée le problème? C'est-à-dire que la solution est de nouveau de l'argent. C'est assez marxiste comme point de vue, que c'est le tout tourne autour de l'argent finalement. On peut voir des parallèles, hein, je suis d'accord avec toi, de ce que j'essaie d'amener, mais pour moi, au final, de ce que je prévois dans l'idéal, vers quoi je tends, c'est qu'on n'a plus besoin de l'argent pour fonctionner en tant que société, qu'on arrive à un système qui n'est plus basé sur l'argent. Pour moi, l'argent, c'est un artefact, un sociéfact qui avait son utilité il y a quelques milliers d'années, mais aujourd'hui, ça devient complètement, pour moi, absurde qu'on fonctionne avec l'argent. Et l'argent, cette logique de l'argent qui, à la base, veut rien dire que
pour mériter ta vie, tu dois travailler et avoir de l'argent. Hein. Pour moi, c'est une absurdité parce que les animaux ont le droit de vivre et ils trouvent de quoi répondre à leurs besoins sans payer de l'argent. Et pourquoi nous, en tant qu'espèce supérieure intelligemment, on a besoin de se limiter, notre conscience aussi de pourquoi on vit, et de lier ça, corréler ça à la notion de l'argent. Je trouve ça, de plus en plus que j'y réfléchis, je trouve ça absurde. En quelque sorte, je souhaite, à mon avis, technologiquement, ça serait tout à fait possible de construire un monde dans lequel la société fonctionne et on n'a plus besoin de se référer à l'argent. Mais pour y arriver, parce que je sais c'est bien sûr très ambitieux, on doit peut-être passer à des stades où on arrive à créer un monde plus adapté à nos besoins fondamentaux. Hein. Et pour cela, pour moi, c'est important de libérer les gens de l'obligation de travailler parce que ça devient de plus en plus une absurdité avec l'automatisation de la production et de la distribution des biens. C'est de plus en plus automatisé. On a de moins en moins besoin de la main-d'œuvre humaine. Hein, même intellectuel, on peut remplacer tout, et qu'on doit réfléchir sur des manières de redistribuer un peu les richesses qui sont nécessaires ou les biens pour vivre, hein, sans que ce soit corrélé au fait de travailler oui ou non. Hein. Donc je pense formellement, objectivement, il y a de moins en moins de travail dans notre société. Et il s'agit d'implémenter une sorte de redistribution des richesses et de la production pour que tout le monde puisse en bénéficier. Ça nécessite quand même un changement assez fondamental. Et pour y arriver, un premier pas, ça serait le revenu inconditionnel de base, parce que ça libère les gens de l'obligation d'accepter parfois des conditions de travail inacceptables. Et le revenu conditionnel de base, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler, donc le travail existera toujours, mais il sera rétribué de manière adéquate. Donc un travail qui est pas intéressant doit être payé plus élevé qu'un travail qui est plus agréable à faire peut-être, et plus de monde le fait. Donc il faut repenser notre manière de créer des incitations, comme tu le dis, en quelque sorte. Mais on doit aussi libérer la personne de l'obligation de travailler pour gagner sa vie, en quelque sorte. Pour moi, c'est une revendication fondamentale. Et j'explique ça parce que pour moi, la réalité du travail aujourd'hui, pour moi, ça correspond à une situation abusive chronique qui génère une dissociation structurelle traumatique chez la personne, chez le travailleur, parce qu'il ne peut pas échapper, il n'a pas le choix. Hein. Et donc, c'est comme une relation abusive avec une personne qui a fait une prise d'otage. Tu peux pas échapper, donc tu vas t'arranger, tu vas même trouver ça positif, tu questionnes pas parce qu'il n'y a pas le choix, mais tu restes dedans. Tu restes dedans. Hein, et que tant qu'on doit rester dedans, en quelque sorte, on est dans un attachement traumatique. Et c'est ça qu'à mon avis, le revenu inconditionnel de base pourrait nous permettre de sortir de cette spirale de l'attachement traumatique à une situation de vie absurde et maltraitante, qui est le monde du travail. La question de la redistribution pose toujours une question d'injustice, parce que ceux qui vont devoir redistribuer des richesses accumulées vont se sentir lésés par rapport à ceux qu'ils estiment n'ont pas travaillé pour. Bien sûr. Hein. Pour moi, c'est à nouveau là l'importance d'une prise de conscience. Et moi, je suis d'avis que ce que je souhaite amener avec mon livre, que on est tous perdants dans ce système actuel. Il n'y a pas de winner and loser, hein, que cette dichotomie en ah oui, je gère bien, tout va bien chez moi, et les autres, tant pis pour eux, ils n'ont pas de chance. Mais moi, je suis d'avis aussi que quand on comprend la phénoménologie d'un vampire, ou d'un loup-garou, ou d'un zombie, qui, même s'il peut prétendre qu'il gère tout bien, mais quand on voit vraiment la phénoménologie, comment cette personne se sent au fond d'elle-même, je pense tout le monde doit reconnaître qu'on ne vit pas si bien que ça. Donc pour moi, je souhaite amener une prise de conscience chez tout le monde pour dire, quand je regarde l'essence vitale de ma vie, je dois reconnaître que je vais pas si bien que ça et que je pourrais mieux vivre dans un autre contexte sociétal qui reste à créer. Mais pour moi, cette prise de conscience est essentielle de sortir de l'idée on peut être gagnant dans ce système et de plutôt dire tout le monde est en train de perdre et la catastrophe climatique est en train de nous le dire à tout le monde, hein, parce que on arrivera à des stades où
on aura de la peine à trouver la nourriture, à respirer de l'air fraîche, de boire de l'eau non contaminée. Ça, c'est des dangers qui se présentent à nous. Et je pense, au final, tout le monde doit admettre qu'on n'est pas bien dans ces systèmes. C'est aussi peut-être encore un autre aspect par rapport au vampirisme, c'est en quelque sorte le vampire, il fait un pacte en quelque sorte, je maîtrise les autres, j'arrive à manipuler, à dominer les autres, et tant que je suis dans cette posture-là, tout va bien. Hein. Donc c'est pourquoi les vampires veulent toujours cumuler plus de pouvoir, parce que ils gardent le levier sous leur contrôle. Hein. Mais le problème avec ça au niveau phénoménologique, que quand je suis dans ce type de pensée, à la base, je dois aussi admettre qu'une fois je n'ai plus ce levier dans la main, je vais être soumis aussi à la même dynamique que j'ai créée, à savoir la domination, la maltraitance, qui va aussi s'appliquer à moi. Donc, en quelque sorte, dès que je lâche un peu le contrôle, et peut-être par faiblesse, par vieillissement, hein, ça peut arriver, je dois avoir peur que les autres vont m'utiliser, me manipuler, me maltraiter de la même manière que moi j'ai fait ça avec les autres aussi. Donc ça entraîne en quelque sorte une sorte de, pour moi c'est ça la cassure profonde chez tout le monde par rapport à un monde qu'on pourrait imaginer comme un monde participatif, collaboratif, un monde de soutien et de solidarité qui pour moi aussi correspond mieux aux besoins humains. Donc on a construit un monde dans un modèle de la domination et à mon avis tout le monde à la base souffre de cela, et si on arrive à écrire un monde de collaboration, de participation et de partage, tout le monde sera gagnant. Ok, peut-être un tout petit mot de la fin pour conclure, si tu avais quelque chose à... Peut-être encore une explication pourquoi j'ai utilisé le titre Vampirocène, l'ère des vampires. Il y a beaucoup de gens qui m'ont averti, mais Ansgar, tu vas faire peur aux gens, mais pourquoi tu prends des métaphores aussi fortes, hein? Et pour moi, l'idée derrière ça, pourquoi j'ai choisi ce titre, c'est vraiment mon intention avec ce livre, c'est de nommer un chat, nommer le problème à sa racine. Et moi, je suis convaincu de ce que je vois dans ma propre expérience de vie, mais aussi autour de moi, chez mes patients, qu'on n'a pas vraiment pris conscience de l'ampleur des dégâts traumatiques qu'on porte tous dans notre société et que je souhaite nommer ça comme problème principal. Et dès que, et ce que je souhaite obtenir avec mon livre, si de plus en plus de gens acceptent l'idée que je propose qu'on porte des traumatismes collectifs graves, hein, et on vit ça au quotidien, et on vit pas bien avec ça, et qu'on peut appeler ça une problématique vampirique qui concerne toute notre civilisation depuis plusieurs millénaires, et plus que de personnes vont être d'accord avec ce regard sur notre réalité, les gens vont automatiquement se dire « j'ai plus envie de continuer ça, c'est absurde ». De maintenir tout un système qui génère autant de souffrance chez tout le monde, et j'ai envie de trouver d'autres modèles, de développer d'autres façons de vivre ensemble. C'est ça que j'espère en quelque sorte stimuler, hein, que de plus en plus de gens vont dire mais ce qui est écrit dans ce livre c'est assez logique et pertinent, et c'est absurde de vivre une vie comme ça, et qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour développer une culture, une civilisation qui sera dans un meilleur respect de nos besoins fondamentaux. Et moi, je vois cette idée de homo homini lupus est, l'homme est un loup pour l'être humain, ça c'est un peu un dogme qu'on porte dans notre culture. On a besoin des lois pour contrôler la personne, parce que sinon ça sera l'anarchie, les gens vont s'entretuer, c'est pourquoi il faut les contrôler. Ça c'est un regard qu'on peut avoir, mais moi je pense aussi on peut s'inspirer des bonobos, hein, de la participation, la joie, la collaboration, la sexualité. On peut créer une culture humaine qui sera participative, hein, et que c'est l'idée de l'homme est un dieu pour l'homme, homo deus, homini deus est. Hein. Et c'est ça que j'espère donner une petite contribution, qu'il y a une sorte de prise de conscience qui se fait et une volonté qui émerge. On pourrait faire autrement que ce qu'on fait maintenant. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien qui était super intéressant. La preuve, c'est que j'ai pas vu le temps passer. Merci de me l'avoir accordé. Merci Alban pour ta présence et ta lucidité. Merci.